Avant de lancer cet épisode, je vous présente notre sponsor QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs. QuickBooks, c'est un logiciel tout en un, complet, ultra simple et intuitif. C'est l'outil numéro 1 chez les entrepreneurs. Fini les saisies manuelles, toutes les tâches chronophages et récurrentes sont automatisées. La gestion de la facturation et des dépenses est totalement digitalisée. La solution est évidemment 100% conforme à la législation française et le service client est basé en France. En description, QuickBooks vous offre moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Un grand merci à eux de soutenir ce podcast. Bon visionnage. Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je suis François Allais et je suis le créateur de ce podcast. Depuis 2017, ma volonté a toujours été de mettre en avant la réalité de l'entrepreneuriat, pas celle des vendeurs de rêves, et de partir à la rencontre des entrepreneurs de tous les horizons, pas ceux qu'on voit toujours à la télé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Adrien Labastide dans mon podcast. En 2012, il lance une chaîne YouTube, Golden Moustache, qui marquera l'histoire de la plateforme en générant plus d'1 milliard de vues cumulées. L'année dernière, il lance Kessel, une communauté dédiée aux auteurs. Dans cet épisode, Adrien se livre et me raconte son histoire. Bon visionnage. Salut Adrien, comment tu vas ? Salut, bah écoute, ça va très bien. Et toi ? Super, je suis super content de t'avoir dans le podcast. Adrien, pour te faire un petit résumé de ton parcours, et à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent, tu es le cofondateur et CEO de Kessel, on aura l'occasion d'en parler, une plateforme dédiée à l'écriture et aux auteurs. Avant ça, c'est pas ta première expérience entrepreneuriale, puisque tu as fondé Golden Moustache, que je pense beaucoup de ma génération connaissent, de 2012 à 2021, où en fait ça représente un peu l'âge d'or de la fiction sur Internet. On aura l'occasion d'en discuter. Et puis tu as également été chez M6, et c'est évidemment relié à ce projet Golden Moustache. Donc avant de parler de Golden Moustache, j'aimerais parler de ton parcours et de savoir dans quel environnement tu as grandi. Eh ben, moi je suis né à Paris et donc j'ai fait mes études à Paris. Je suis rentré après une Hippocagne, je suis rentré à Sciences Po où je suis resté 5 ans. J'ai fait après un DSS de droit de la communication audiovisuelle. Après, j'ai commencé à bosser chez M6 et je suis retourné faire 1 an d'études derrière, où j'ai fait un MBA, donc un master de business à l'INSEAD. Donc au total, ça fait 8 années d'études. C'est long. Et ce MBA, c'était entre Singapour et Fontainebleau. Okay. Donc j'ai plutôt une formation plutôt business. Ouais, plutôt business. Et à ce moment-là, c'est quoi tes centres d'intérêt, tes passions ? Quand je suis rentré à Sciences Po, c'était la politique qui m'intéressait. Dans ma famille, on avait une partie de ma famille qui s'intéressait à ça. Ma grand-mère s'était remariée avec un homme politique important. Et donc moi, ça m'intéressait beaucoup. Et je suis rentré à Sciences Po en me disant que je voulais faire carrière là-dedans. Et j'ai déchanté assez vite en fait parce que je trouvais que c'était c'était une démarche un peu naïve de ma part. Moi je pensais que c'était quelque chose d'aspirationnel où les gens avaient envie d'améliorer les choses et je me suis aperçu assez vite en rentrant à Sciences Po que les gens que je fréquentais là-bas étaient plus dans des histoires de partis, des stratégies personnelles et donc ça m'a assez vite je me suis dit que c'était pas mon truc. Et je pense que j'ai déplacé mon intérêt pour ça vers les médias en me disant que si tu voulais avoir un impact positif, les médias étaient une manière de toucher le public et de véhiculer des idées intéressantes. Ouais. Avant de créer Golden Moustache en 2012, tu as travaillé chez M6 et chez NBC Universal. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences avant de te lancer en tant qu'entrepreneur ? Et même avant, en fait, à Sciences Po, moi, j'avais monté un premier site internet avec quelques copains. On voulait faire un site d'actu culturel. C'était le début d'Internet, ça doit être 99, 2000, un truc comme ça. J'avais monté ça avec
pas mal de gens intéressants. Il y avait Florian Zeller, l'écrivain. Il y avait une soixantaine de journalistes qui collaboraient à ce site internet. C'était ma première expérience vraiment média, c'était ça. Après, j'ai bossé un petit peu aux Inrecuptibles, comme stagiaire et pigiste. Et ça m'a pas mal impressionné, en fait, en termes d'exigence intellectuelle. Pour le coup, c'est des gens qui avaient vraiment bien réussi à comprendre la scène culturelle à ce moment-là. Ensuite, M6, je suis rentré à la Veille internationale, qui est le département où on étudie tout ce qui se passe à l'étranger pour voir ce qu'il est possible soit d'acheter, soit d'importer, de reproduire en France. Et donc, ça m'a donné une perspective assez globale et rapide sur tout ce qui se passe dans la télévision dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là que moi, je crois que j'ai découvert HBO, par exemple, et une autre chaîne que j'aimais beaucoup, c'était MTV. T'as pas dû connaître? Si, quand même. Non, mais c'est une chaîne marrante parce que c'est des gens qui auraient pu exploser sur les réseaux, sur YouTube, et qui n'ont pas vraiment pris ce virage-là, alors qu'ils avaient une créativité qui était hallucinante. Enfin, moi, je trouvais HBO et MTV, c'était vraiment les deux chaînes qui me fascinaient le plus. HBO, ils ont pris le virage. HBO, ouais. HBO, ouais. MTV, non. Et puis, donc ça, c'est vraiment, moi, d'un point de vue culture des contenus, j'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là. Et après NBC Universal, c'était donc la partie cinéma et télévision de Universal. La partie musique, c'était une autre société. Et je suis resté 3 ans, je crois. Je faisais un programme où je changeais d'affectation comme un consultant interne tous les 6-8 mois. Et j'avais une mission à chaque fois soit de rachat de boîte, soit de développement d'un service interne. Et c'était très focalisé à l'époque sur le streaming. Donc, il y avait une société qui s'appelait Love Film en Angleterre, qui a été rachetée par Amazon depuis pour faire Amazon Prime. On regardait les débuts de Netflix à ce moment-là. Chez NBC, on avait notre propre service de streaming qui s'appelait Picture Box, qui était un petit service de streaming de cinéma. Mais moi, ça m'intéressait beaucoup de comprendre à la fois la partie tech, parce que c'est assez compliqué, en fait, le streaming. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît complètement normal, mais c'est quelque chose qui, à l'époque, était ultra précurseur. C'est vrai que technologiquement, c'est ultra complexe. Je pense qu'aujourd'hui encore, c'est pas simple. Par exemple, je crois que les gens d'HBO, qui font HBO Max, c'est pas encore complètement évident pour eux de réconcilier les différents territoires en termes de gestion des métadatas, ce genre de choses. Et c'est pour ça que, par exemple, quand Disney a racheté, je sais plus quelle petite boîte de streaming, les gens ricanaient un peu en disant que ça servait à rien. En réalité, c'était un move intéressant parce que la tech est hyper importante dans ces univers-là. Et c'était le truc qui nous fascinait le plus chez Netflix, c'est qu'ils se pensaient comme une boîte de tech avant d'être une boîte de contenu, là où tous les autres players étaient des boîtes de contenu. Et donc ça m'a vachement impressionné. Et puis, donc à ce moment-là, j'ai découvert un truc que je connaissais pas, qui étaient les sites de contenu d'humour, Funny or Die et Collège d'humour. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de regarder et potentiellement de faire. Et donc j'ai profité d'un été où j'étais à New York pour NBC justement, pour aller rencontrer les gens de Collège d'humour. Et équipe hyper sympa, et j'étais frappé par la manière dont ils abordaient le business des médias, qui n'était pas celle que je connaissais en fait. C'était on crée des contenus pour les réseaux sociaux. Ça paraît évident aujourd'hui, hein, mais et donc on ne fabrique que des choses que les gens peuvent partager. Et l'audience viendra de ça, et avec l'audience, on monétisera dans un deuxième temps, soit par la publicité, soit par le placement de produits. Enfin, on trouvera le modèle derrière. D'abord, on fabrique quelque chose qui va se partager hyper vite, quoi. Oui, ils étaient ultra avant-gardistes, parce que là, on parle des années 2010, 2011. Ouais, c'est ça. Hein, exactement. Et je crois en plus, cette boîte-là en particulier était vraiment avant-gardiste, parce que c'est une partie de l'équipe qui avait bossé sur Vimeo. Enfin, c'est des gens qui avaient... Il y avait plusieurs business au sein de Collège d'humour. Le truc s'appelait Connected Ventures. Et on regardait le portefeuille de boîtes dedans, il y avait pas mal de trucs qui étaient assez forts, en fait. C'était pas juste un truc, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup justement du 100% vidéo, du 100% réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas du tout évident en fait. J'en discutais justement avec Maxime Barbier d'Ex Minute Buzz et de Time Left dans un des derniers épisodes, où lui justement il a fait le switch en 2016. C'était un des premiers groupes médias français qui faisait le switch de fermer leur site. Donc un gros pari en 2016 pour se focaliser uniquement sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît complètement normal, mais il y a 10 ans ou même il y a encore 5-6 ans, ça l'était pas en fait. Et en même temps, c'est un pari aventureux parce que finalement, tu laisses toute la valeur de ton actif aux réseaux sociaux. Et est-ce que c'est une bonne stratégie de faire du 100% sur d'autres canaux, tu vois ? Tu maîtrises pas forcément ta distribution. Tu seras exposé à X% de la base de gens qui te regardent selon ce que l'algorithme... tu vois... tu n'auras pas forcément les contacts directs avec tes abonnés, avec tes utilisateurs. Tu es obligé d'être dans un certain format. Et même en termes de data, tu possèdes rien. Donc, ce modèle-là, il est extrêmement puissant pour développer son audience rapidement, mais c'est d'un point de vue business pur. Je ne sais pas si c'était un move. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il faudrait le faire aujourd'hui encore, en fait. C'est clair. Et justement, entre ce moment où tu rencontres College Humor aux États-Unis et le moment où tu lances Golden Moustache, qu'est-ce qui se passe ? Au début, je leur demande si ça a du sens pour eux de lancer une version française de College Humor. Et ils me disent, mais très gentiment, que la France n'est pas tellement sur la roadmap de leur développement, que c'est un petit pays. Et que l'Espagne, par exemple, la version espagnole, c'est quand même un peu plus prioritaire. Et donc, ça leur paraît pas être une urgence absolue. Mais ils me disent, en revanche, fais-le toi, lance ton truc. Et puis, on te vendra des formats, on te vendra notre expertise, tu vois. Et on a essayé, d'ailleurs, par la suite, on a plusieurs fois discuté pour voir si on pouvait acheter leur format. On se mettait pas d'accord sur le prix, donc on l'a pas fait. Mais c'était un peu déprimant de voir que vraiment la France, c'était pas la priorité. Et du coup, je suis rentré à Londres, où j'habitais à ce moment-là, et je me suis dit que c'était vraiment marrant de faire ça. Et donc, j'ai fait un business plan assez rapidement, et puis j'ai été voir mes anciens patrons d'M6, qui j'étais resté en bon contact, en leur disant voilà ce que je voudrais faire. Et l'intérêt de faire ça, c'est que on va découvrir plein de nouveaux talents. On va faire de la pub autrement, en particulier sur les cibles jeunes qui sont potentiellement en train de se détacher de la télé. Et puis on va apprendre un paquet de trucs sur les réseaux sociaux. Et ça coûte pas très cher. Donc c'était à peu près ça mon pitch. Et ils m'ont dit écoute, pourquoi pas, allons-y. Donc on a fait une société à deux. Il y avait M6 et moi au capital. Et on est parti comme ça quelques mois plus tard. Ouais, donc le lancement... justement directement avec M6 en fait. Ouais. Toi en termes justement de pression, est-ce que ça t'en met plus d'être aux côtés de M6 ou est-ce que ça t'en met moins de te dire que tu démarres pas tout seul entre guillemets, tu vois ? Moi ça me rassurait parce que j'avais vraiment jamais monté de boîte avant et le fait ne serait-ce que d'avoir un interlocuteur régulier avec qui échanger et poser des questions, je trouvais ça rassurant. Je pensais en plus que le fait d'avoir une régie commerciale, c'est-à-dire une entité qui vend de la publicité toute la journée au marché publicitaire, aux annonceurs et aux agences médias, ça m'aiderait. Ce qui était le cas, parce que c'est des gens qui parlent à tous les annonceurs tous les matins. Donc c'est plus difficile je sais pas, pour vous, mais de prendre son téléphone, d'appeler un directeur marketing qu'on connaît pas. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Je pensais que il y aurait une passerelle entre les talents web et la télé et que ça serait aspirationnel, que les gens se diraient c'est sympa, je vais dans l'antichambre d'M6 chez Golden Moustache puis j'irai chez M6. Ça pour le coup ça s'est pas produit parce que les gens qui ont travaillé chez Golden n'étaient pas intéressés ou très peu par la télé. C'était pas ni ce qu'ils aimaient regarder ni ce qu'ils aimaient faire. Enfin il y avait pas de... Pour le coup c'était une erreur ça. Et puis moi c'est des gens que j'aime bien en fait, M6 avec qui j'ai toujours une très bonne relation, qui sont très très bons dans ce qu'ils font, très honnêtes, très sympas, donc c'est agréable de travailler avec eux. Ouais. Comment est-ce que au moment de ce lancement, comment est-ce que tu réunis ton premier groupe d'auteurs ? Parce que forcément maintenant que la boîte est créée avec M6, faut trouver des idées de contenu et créer du contenu. Comment ça se passe toute cette phase, tu vois ? Ouais.
Le début, c'est toujours difficile. Hein. Là, je suis en train de le vivre en ce moment. Donc, le tout début, c'est vraiment difficile parce que d'abord, tu sais pas si c'est une bonne idée de toi-même et tu peux pas le dire. Tu vois, sinon tu t'entraînes personne. Et puis les premières questions que les gens te posent, c'est il y a qui d'autre? Donc tu peux pas mentir, hein. Tu peux pas dire on a Will Smith. Enfin, c'est pas possible en fait. Donc à un moment, il faut trouver quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer et qui te fait confiance pour une raison ou pour une autre. Moi, donc je regardais pas mal de trucs sur Internet. J'aimais beaucoup une chaîne qui s'appelait 10 minutes à perdre. Je trouvais les... Batégaël. Ouais, j'ai trouvé très très marrant. Mais il y avait plein de gens. Il y avait Natou, il y avait... Il y avait tout un crew hyper fort sur YouTube. Et puis c'était vraiment très 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 créatif, très libre. Et donc il y avait eux, je regardais, je suivais un peu ça. Puis je regardais les débuts du podcast aussi, qui commençait à émerger comme ça. Moi, je connaissais un peu les gens autour du Visiteur du Futur, enfin un petit peu. Hein, je connaissais surtout un garçon qui s'appelle Vladimir Rodionov, qui était très bon. Lui, il avait fait le comité de la claque. C'était un des crews avec le Palma Show, le Golden Show, le Visiteur du Futur, de gens qui avaient un peu d'habitude d'Internet. Ils avaient commencé sur Dailymotion en général. Et donc lui, Vladimir, il connaissait pas mal de gens. Et au départ, on a été... donc je l'ai contacté lui, on a été faire un peu... on est allé voir les gens en spectacle, on a été voir des vieilles poules, je me souviens, sur une péniche devant 25 personnes. Vraiment, on est parti de zéro. Et puis, puis moi, j'essayais plein de trucs, donc j'ai été voir des gens qui n'étaient pas forcément des comédiens, mais qui avaient un certain talent d'écriture. On a été voir des gens qui venaient du spectacle, comme Yacine Dedo, qui avait fait l'histoire racontée par les chaussettes. Je trouvais ça marrant. Et donc, on a essayé d'agglomérer tout le monde. Et puis, il y a eu un enthousiasme de départ. Après, ça a baissé et on s'est retrouvés au bout de quelques mois, il n'y en avait plus que 5-6. Quoi. Coup de bol, les 5-6, ils étaient très bons. Et donc, on lance, je ne sais plus à quelle date, mais ça devait être entre septembre et novembre. Et on avait 3 vidéos. Il y en avait une, c'était... je ne sais plus du nom, mais c'était des filles qui parlaient de sexe. Il y avait Hernadette et il y avait Raphaël Descraques et Julien Josselin. Et la dernière a été un carton immédiat. Et ça, c'est un énorme coup de bol parce que ça arrive pas comme ça en général. Ouais. C'est-à-dire que 24 heures plus tard, tout le monde avait vu la vidéo en question. Et ça simplifie beaucoup de choses pour expliquer que ton truc va marcher. Plutôt que, tant que tu es en train d'expliquer que ça va marcher, les gens disent ouais, ça a l'air super. Voilà. Quand ça a marché, le problème, c'est qu'une fois que ça a marché, tu te dis ok, mais ça se trouve, je l'ai fait qu'une fois, ça reviendra jamais. Pression pour la suite. Ouais. Parce que à partir du moment où tu dépasses le million de vues, bah forcément, il faut que les vidéos d'après fassent à minima ces statistiques, voire mieux, quoi. Enfin, même c'est pas voire mieux, c'est obligatoirement mieux. Ouais, et du coup, on réfléchissait beaucoup à comment reproduire le truc qui avait marché. Et on n'a pas trouvé tout de suite la bonne formule. Après, moi, j'avais mis de l'argent dans une mini-série qui s'appelait la dernière série avant la fin du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un moment où on devait y avoir la fin du monde en 2011, je ne sais plus pour quelle raison. Ou 2012. Ah, 2012. 2012, avec le film. Et donc, il y avait un type assez génial qui s'appelle Damien Marie, qui est une bête des effets spéciaux, qui m'a dit je vais te faire une mini-série comme on n'a jamais fait sur Internet, où je vais te faire des monstres en 3D, des trucs de dingue et tout ça. Et je trouvais ça, et pour un prix en plus, donc je trouvais ça génial. Il y avait Kian dedans, il y avait plein de gens intéressants. Le scénario n'était pas top, donc ça a fait un petit succès d'estime, mais pas plus que ça. Et donc on s'est dit, ça se trouve, on a fait genre une réussite et puis c'est terminé. Et puis on a eu une deuxième et après on commence à se rassurer comme ça progressivement, quoi. Mais il y avait qui dans cette première ce premier crew justement d'auteurs? Tu me disais il y avait Raphaël Descraques, Julien Josselin, il y avait aussi Vincent Tirel, non? Ouais. Et Florent Bernard, Flaubert. Ouais. Vincent Tirel, on l'avait rencontré parce que c'était Chris Esquer. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. C'est un type de Canal qui m'avait dit écoute, je suis pas dispo pour ton truc, mais va regarder le site de ce mec-là, c'est assez marrant. Et je regarde le site internet de Vincent et de son pote, et c'était... complètement what the fuck, je crois. Ah, c'était délirant, ouais. Ça s'appelait franchement.org. Ah oui, ça, ouais, je me rappelle. Il faisait des vidéos avec des discussions entre deux parpaings, tu vois, des trucs comme ça.
Et donc lui, en fait, on a fait un groupe avec, lui, il s'est fait un peu tout seul. Il y avait Fleubert, Julien Josselin, Raphaël Descraques, Vincent Tirel. C'était eux au départ. Et il y avait aussi Yacine et Dedo qui faisaient de l'animation. Donc c'était des programmes courts avec des chaussettes qui interprétaient des personnages. Et donc c'était marrant. Donc on devait faire une sorte de mini théâtre. Et puis après des décors. Et puis après on peignait, on accessoirisait des chaussettes et on faisait des trucs comme ça. C'est là où tu te dis je suis pas tout à fait sûr de ce que je fais, quoi, tu vois. Et en réalité c'était vachement bien leur truc, mais c'est vrai que sur le papier tu dis est-ce que ça va être bien ou pas, tu sais pas. Et puis ça s'est progressivement mis en place. Ils ont appelé leur truc Suricat et après on a vraiment eu de la chance. C'était des gens vachement créatifs, qui avaient beaucoup d'ambition, d'innovation, donc à chaque fois ils mettaient la barre un peu plus haute. Et les débuts, c'était assez folklorique parce qu'on était vraiment une toute petite équipe. Mais régulièrement, on avait un gros succès. Donc, Ouais, puis c'est des auteurs, des créateurs qui aujourd'hui sont encore très présents, justement pour produire, créer des vidéos et même voir des formats plus longs aussi. Donc c'est assez intéressant justement de voir que ce premier crew, entre guillemets, encore aujourd'hui, ils arrivent à créer, à produire du contenu sur Internet, quoi. Et même pour la télé, voire pour le cinéma, si je dis pas de bêtises aussi, pour peut-être Flaubert. C'est ça. Les longs métrages. Donc non, c'est super intéressant. C'était quoi un peu le processus créatif justement autour d'une vidéo? Est-ce que chaque vidéo était différente ou est-ce qu'il y avait un vrai processus de se réunir autour d'une table, au début, je sais pas, écrire des vannes, tu vois, et ensuite d'écrire une vidéo? Comment ça se passait? Et Vladimir, il a mis en place un truc qui était très bien. C'était des sessions d'écriture à plusieurs, comme on dit à l'américaine. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est comme ça que ça fonctionne, les writing rooms américaines. Donc il y a un directeur d'écriture, lui en l'occurrence pendant la première saison. Et puis les gens viennent et ils pitchent des idées. Donc ils disent moi j'ai une idée de sketch, c'est l'histoire d'un monde dans lequel il n'y a pas de chiffres, par exemple. Alors les autres disent et c'est quoi la chute de ton truc? Et tu dis à la fin il se passe ça, ok, tu peux faire combien de blagues? Je pense qu'on peut faire 5-6 blagues sur ce thème-là. Par exemple, alors tu pitches ta blague, le mec ça a l'air marrant. Et donc si tout le monde dit ça a l'air marrant, on dit ok porte ton idée, reviens nous voir la semaine prochaine avec une trame. Donc, la semaine d'après, le type il revient avec sa trame, il lit son truc devant tout le monde. Alors les gens disent soit c'est nul, okay, on dit c'est une mauvaise idée, on passe à autre chose. Soit il y a quelques trucs intéressants mais qui méritent d'être améliorés. Et c'est là où le reste de l'équipe propose des blagues. Donc il faut une forme de générosité parce que tu donnes un truc qui va être attribué à l'autre. Et si l'autre te renvoie pas la balle au bout d'un moment, tu te dis ça va dans un seul sens, quoi. Et donc derrière, je le raconte comme ça, c'est peut-être un peu plus, ça se fait peut-être de manière plus naturelle, mais tu m'as filé plein de blagues, je t'en filerai d'autres après, puis tu vas jouer un rôle, je te mets un petit peu en avant dans le truc. C'est plus, ça se fait plus de manière plus naturelle que ça, mais c'est un peu de cet ordre-là. Mais le truc intéressant, c'est l'écriture collective, en fait. C'est que les meilleurs sketchs, c'est ceux sur lesquels tout le monde propose des idées, en fait. T'es jamais aussi marrant que quand t'as Kian et Navo qui te filent les vannes, en fait. Ce qui veut pas dire que tu peux pas avoir un truc personnel, tu vois, et tout, mais c'est la stimulation des idées qui va faire que le dans une pièce, McFly, Carlito, Flaubert, Navo, des gens comme ça, c'est quand même un consulting de luxe, quoi, pour maintenant sur des films, ça vaut cher, quoi, des gens qui c'est clair. Et donc je pense qu'il y avait une émulation collective. Et puis l'autre truc, c'est que tu te sens, les gens t'écoutent, quoi, donc tu te mets un peu la pression pour faire marrer tout le monde. Et si tu lis ton truc dans un silence de mort où personne ne se marre jamais, tu vois, donc ça crée une sorte d'émulation collective assez forte. Et je pense que ça a été bien parce que c'était ça. Les trucs qu'on a réussi, c'était vraiment grâce à ce truc-là de création collective, en fait. Ok, super intéressant. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter sur un tournage de Golden Moustache ou un truc qui se serait pas forcément passé comme prévu, ou tu vois, une anecdote un peu qui sort du lot, tu vois? En fait, il y a beaucoup qui sont pas passés comme prévu. La majorité, en fait. À la fin, on y arrivait, mais non, mais il y a, par exemple, une fois où il y avait une scène d'interrogatoire, le personnage devait mettre un pain à celui qui l'interrogeait, et il lui a vraiment mis un pain, quoi. Donc le mec était assommé.
Et dans ces cas-là, on vient de voir, on dit bon, bah, le problème, c'est qu'il y a Julien Josselin qui s'est pris un pain. Qu'est-ce qu'on fait? Alors tu dis d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'on peut rattraper ça au maquillage? Enfin, tu vois, c'est des questions. Est-ce qu'il y a une bonne assurance? Et non, le truc le plus ambitieux, je pense qu'on ait fait, on voulait faire un long métrage, Les Dissociés, qui durait, la durée d'un film, avec un budget restreint en 3 semaines de tournage. Et là, ça a été très dur, ça. En fait, un film, pour donner une idée, je pense que tu peux difficilement fabriquer un long métrage avec moins d'1 million d'euros. Raisonnablement, sachant qu'en plus, tu as un certain nombre de contraintes qui sont des conventions syndicales, de tarifs à appliquer chaque jour. Un figurant de mémoire, hein, je crois que tu peux pas payer un figurant qui parle pas moins de 60 euros par jour. Donc tu le charges, ça fait 90 euros. Donc si tu écris une scène où il y a un stade de foot qui acclame un joueur, par exemple, bah, tu vois, t'imagines le truc. Donc. Et puis tout ça est très réglementé. Après, tu as des décors, il t'en faut un minimum. Enfin, tu vois, donc 150 000 euros, c'est vraiment une équation quasi absurde. Et c'était l'idée donc des Suricates qui m'ont dit voilà, on a fait un plan de travail avec Julie Coudry, leur productrice, qui est une fille incroyable. Et on pense qu'on peut arriver à tourner en 3 semaines avec 3 décors, en gros, une équipe ultra réduite, l'équivalent d'un long métrage. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'ils n'avaient pas de pitch au moment où ils ont fait ça. Donc l'idée, c'était plus de dire est-ce qu'on a confiance dans ces gens pour faire quelque chose de bien, et est-ce que l'équation financière fonctionne du truc. Et du coup, ça a été vraiment, vraiment, vraiment fatigant. Donc la première semaine, je crois qu'ils dormaient dans le décor. Moi, je suis venu plutôt la 2e et la 3e semaine de tournage, mais je me souviens que la 3e semaine, ça se tournait à la Loco, qui est une boîte à Pigalle, et je voyais arriver les gens à 1h, 2h du mat, et comme on était très peu, moi, j'aidais comme un assistant de prod, quoi, à dire bon bah. Puis il y avait un peu de cast, quoi. Il y avait Thomas VDB, Baptiste Leclerc, des gens qui sont habitués quand même à un certain confort, enfin pas un confort, mais c'est des acteurs de premier plan, donc normalement ils sont traités avec attention, quoi. Et là on leur disait vous foutez sur la table là-bas et puis on vous maquillera quand on aura le temps, quoi. S'il y a du maquillage, mais et donc ça c'est vraiment, et on a terminé, je crois, c'est peut-être une bêtise, mais je crois que le dernier jour de tournage, on a fini à 5h du mat, un truc comme ça. On sort de la boîte de nuit et à Pigalle, il fait beau, on est complètement décalé. Enfin, eux surtout, parce que moi, c'était moins impliquant physiquement, mais eux, ils étaient au bout du bout du bout. Et on se dit, OK, on a tourné 3 semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans le truc? On sait pas trop. Le pitch, c'est des gens qui, quand ils se touchent, ils changent de corps. Donc, ça veut dire que moi, je te touche, puis tu touches quelqu'un, puis tu touches quelqu'un. C'est potentiellement le même personnage avec 4 comédiens différents. Donc le script lui-même, quand tu le lis, il est incompréhensible. Ouais. C'est vraiment. Mais donc c'était un problème même pour convaincre les gens, c'est-à-dire que tu comprenais pas ce que tu lisais. Et donc on a tourné un script incompréhensible dans un désordre absolu. Et tu vois, le truc se termine, tu dis bon bah c'est pas très bien ce qui va arriver. Et donc c'était 2-3 mois plus tard, le premier montage, c'était rassurant, quoi, de voir que c'était vachement bien, que c'était un peu perfectible au montage, mais c'était vachement bien déjà. Mais c'était une surprise, ouais. Ça pouvait être n'importe quoi, tu vois. Ok, ouais, c'est marrant parce que les projets de films, de courts-métrages, longs-métrages, etc., c'est un peu comme des mini-startups, entre guillemets, tu vois. Il y a une levée de fonds, il y a beaucoup d'acteurs, sans prendre le terme acteur pour les gens qui jouent, mais tous les gens qu'il y a autour aussi. Et au final, il y a un rendu à la fin et ça donne quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est très proche. Et puis ça plaît ou ça plaît pas au public. Exactement. Pour conclure sur Golden Moustache, c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup d'épisodes sur le sujet, mais on va parler de Kessel juste après. Ma dernière question par rapport à Golden, c'est comment est-ce que tu as vécu le rachat par M6, même si M6 était déjà dans l'aventure dès le départ, le rachat et la fin de cette aventure. Comment est-ce que tu l'as vécu toi personnellement ? Eh ben, en fait, on avait un système d'options croisées, c'est-à-dire qu'ils pouvaient racheter et moi je pouvais vendre en fonction de certains seuils à atteindre. Et en fait, on les a atteints très vite. Ces seuils c'était un niveau de revenu en fait. Et en fait, je crois que j'avais fait un business plan où on devait gagner 2,5 millions de chiffre d'affaires au bout de 5 ans. Et en fait, tu vois, la Golden Moustache, ça s'est terminé à, je crois, à 10 ou 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a été plus vite, plus haut que ce qu'on avait
prévu. Et donc, ils ont exercé leur option en 2015 ou en 2016. Donc la société a été rachetée intégralement par M6. Là, ça se passait très bien parce que c'est des gens à qui moi je m'entends bien et qui ont une vision très, très dynamique, très entrepreneuriale. Donc on a essayé de faire deux choses. L'une qui a pas trop marché, qui était de se diversifier dans plein de marques médias différentes, Golden News, Golden Pop, machin, etc. Un peu sur le modèle de Combini. En fait, on avait... à la fois, je pense qu'on avait un train de retard, et deux, moi, il me semble que c'est un mauvais modèle publicitaire. Tu dépenses beaucoup dans le contenu, tu gagnes très peu de revenus publicitaires en face, et donc je sais pas comment les autres font, mais je pense que c'est très difficile à équilibrer. Plutôt se focaliser sur un seul média que de créer d'autres médias et de les rentabiliser tous, c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire? Alors non, je dis un truc un peu plus violent que ça, c'est que, Vas-y. mais je me trompe peut-être, hein, c'est juste l'expérience qu'on a eue, c'est qu'en fait la publicité sur Internet rapporte des clopinettes. Donc tu vois, 1 million de vues, 1 000 euros sur YouTube, peu ou prou c'était ça, quoi. Et donc si ta vidéo elle coûte 10 000 euros, bah, à moins de faire 10 millions de vues par vidéo, t'es même pas break-even sur un contenu, quoi. Donc derrière, le bon business, je parle pas d'un point de vue créatif, mais d'un point de vue commercial, c'est l'influence, parce que là pour le coup, tu vois, tu peux vendre beaucoup d'espace publicitaire avec un coût de création de contenu qui est faible. Mais si tu veux faire un média traditionnel, tu veux lancer, je sais pas quoi, le Figaro, Le Monde, Libération, maintenant sur Internet, je pense que tu peux pas y arriver, en fait. Tu peux pas y arriver parce que la publicité rapporte trop peu. Elle est capturée essentiellement en termes de valeur par les GAFA, par Google et Facebook, pour être clair. Il reste rien pour financer les médias. Et donc nous, Golden Moustache, on a toujours fait un truc bizarre, c'est-à-dire qu'on faisait des vidéos sur Internet pour se faire connaître. Derrière, on vendait de la pub aux annonceurs à qui on disait « Regardez, on est très bon pour faire des vues, on va en faire avec votre pub. » Sauf que les talents, ils n'aimaient pas faire de la pub, donc ça les embêtait de faire ça. Derrière, moi j'allais voir les chaînes de télé ou les plateformes de streaming en disant « Regardez, on peut faire des super contenus. » Mais comme on venait d'Internet, on n'avait pas la crédibilité, au départ en tout cas, pour faire des énormes émissions de télé, parce que c'est là où tu gagnes de l'argent en fait. Tu gagnes pas de l'argent quand tu fais une petite pastille comme ça, c'est quand tu fais Danse avec les stars, tu vois, 10%, là tu gagnes de l'argent. Et donc donc je peux revenir à ta question, la diversification de marques sur Internet, ça n'a vraiment pas marché, enfin, en tout cas d'un point de vue business. En revanche, la transformation en boîte de production de télé, ça a marché. Et on est devenu, les dernières années, une assez grosse boîte de prod. On faisait, je pense, entre 200 et 250 heures de télé par an. Magazine, documentaire. On a vraiment fait fiction, on a fait tous les genres. Et on était plutôt bon parce qu'on avait une telle habitude de l'efficacité, de bosser comme des dingues à des coûts maîtrisés que, effectivement, on arrivait à battre pas mal de concurrents en étant plus réactifs, tout simplement. Et donc ça marchait bien, ça nous a permis de passer vraiment, on vend en 2015-16 pour, je crois, avec 5 millions de CA, et là on passe à 10 millions fin 2020. Donc la société s'était vraiment beaucoup développée. Simplement, à la fin, on s'était vraiment beaucoup éloigné de ce qui, moi, m'amusait créativement, c'est-à-dire la vidéo sur Internet. Et on avait fait une émission, par exemple, un jeu télé sur les courses hippiques, tu vois. Donc, et à ce moment-là, je suis content de ce deal parce que ça, on a gagné beaucoup d'argent avec ça, mais je me suis dit, t'es comme un peu loin de ce qui t'intéresse. Et je me suis dit, c'est le moment de faire autre chose. Et ça, c'était le bon moment parce que soit Golden devenir une grosse société de production, et auquel cas, c'était un peu problématique chez M6 où il y avait déjà Studio 89 qui faisait du divertissement et SND de la fiction du cinéma. Donc ça s'embouteillait un peu. Soit il fallait trouver autre chose. Donc j'étais voir les gens de M6 en leur disant, écoutez, moi je pense que le mieux en fait c'est de scinder la boîte en deux, divertissement télé, fiction télé. Et puis moi j'ai un projet de boîte que j'ai envie de monter depuis un bout de temps, et donc on se quitte mon copain et je vais faire autre chose, quoi. Et donc ça, je suis parti il y a 1 an et demi pour monter Kessel. Et en fait la réflexion de départ, c'était je suis passionné par les médias et je voyais pas comment lancer un média sur le modèle de la publicité. Je me suis dit, après 10 ans où j'avais essayé, on ne pouvait pas gagner d'argent là-dessus. Et donc, je me suis tourné vers l'abonnement en me disant, le modèle de demain, ça va être des modèles où les gens qui aiment un contenu en particulier vont payer à la fois pour recevoir le contenu, mais probablement pour autre chose, pour dire, je crois dans
dans ce créateur, je crois dans ses valeurs, j'ai envie de le soutenir. C'est une manière quasiment de s'affirmer en fait, de dire je soutiens tel truc. Et donc j'ai appelé la terre entière pour savoir qu'est-ce qui marchait dans le monde en termes de nouveaux business médias par abonnement. Alors on m'ont dit il y a OnlyFans qui marche très bien, tu peux regarder. Mime pour les Mime, Français. c'est vrai que ça marche très bien. Patreon, plein de sociétés comme ça. Et puis je me suis dit la vidéo, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde. Le podcast, vous connaissez mieux que moi, il y a quand même pas mal de gens aussi. Je parle de plateforme. Ouais, exactement. Et maintenant, les hébergeurs aussi intègrent ce business model. Et puis, c'est pas des petits acteurs, quoi. Oui. non, c'est pas des petites startups. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a un secteur que personne ne regarde vraiment avec attention, en tout cas dans les gros players, c'est modulo Amazon quand même, mais c'est l'écrit. Et il se trouve qu'en plus, personnellement, moi, ça me passionne, l'écrit. Je lis énormément. Puis toi, c'est vrai que dans ton parcours, on retrouve aussi une grosse partie littéraire aussi. Ouais, et puis les auteurs. Au niveau des médias, etc. Ouais. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les auteurs ? Et donc, ça, c'était la première motivation. La deuxième, c'est un peu une banalité, mais bon, c'est que je trouve que les réseaux sociaux ne nous font pas que du bien. Et que ça divise, ça polarise, ça antagonise les gens, ça pousse les gens à être dans des bulles de contenu qui les confortent dans les idées qu'ils ont de quelque chose. Enfin, c'est pas vraiment quelque chose qui nous pousse à la réconciliation, à l'écoute de l'autre, à la découverte. Ça peut, hein, mais bon. Et donc, moi, j'avais aussi envie de travailler sur une plateforme dont le principe était... on va s'inscrire dans un temps long d'analyse de choses assez détaillées, assez fouillées. Alors dit comme ça peut être un peu chiant. Hein. C'est forcément moins sexy qu'une vidéo de 30 secondes, c'est sûr. C'est moins sexy que du son, parce que c'est moins facile l'écrit à appréhender. En plus, quand tu as des problèmes d'attention, c'est vachement dur de se dire je vais me taper 10 minutes de texte avec un type qui me parle de transition énergétique et d'impact du nucléaire par exemple. Mais je me suis dit en même temps c'est marrant comme idée de se dire après avoir passé 10 ans à travailler avec des youtubeurs, est-ce que tu peux mettre ton énergie à mettre en avant des intellos, des chercheurs, des écrivains, des auteurs et tout ça. Donc Kessel, c'est ça, c'est une plateforme en fait qui permet aux auteurs de publier et d'envoyer leurs textes sous forme de blog et de newsletter et de se faire payer pour ça. Mais en revanche, la démarche, c'est plutôt comment faire pour trouver des gens intéressants pour raconter le monde de demain à travers l'écrit, à travers des textes longs, comment on peut revaloriser l'écrit, parce que c'est quand même un business qui n'est pas évident. La presse traditionnelle se casse un peu la figure. Le monde de l'édition, ça va mieux, mais c'est pas facile non plus. Et donc, je me dis, il y a 200 000 auteurs à peu près en France, 200 000 personnes qui sont payées pour écrire. Mais plus largement que ça, tu as une personne sur 3 en France qui écrit. Donc on est 4 là, dans la pièce. L'un de nous doit avoir déjà écrit un truc et l'avoir mis dans son tiroir ou un truc comme ça. Donc il y a une vraie pulsion d'écrire et tout. Et donc Kessel, voilà, c'est ça. C'est une plateforme, c'est une sorte un peu de YouTube de l'écrit dont le modèle économique se rapproche d'OnlyFans. Ok, super clair. Tu disais justement que c'était moins sexy que les podcasts, que la vidéo. Sauf que l'écriture, déjà, c'est un art et ça relie justement le podcast et la vidéo, parce que toute vidéo ou tout podcast ne se crée pas sans une partie écriture. Tu vois. C'est-à-dire que aucun projet vidéo, aucun projet de podcast, nous, tu vois, on travaille sur des projets de podcast, on ne se lance jamais dans un podcast sans une grande partie d'écriture. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts narratifs. Et du coup, je trouve ça super lié, tu vois, au final, même si ta plateforme est dédiée uniquement à l'écriture, ça peut potentiellement être relié à des projets de podcasts et de vidéos, tu vois. Parce qu'avant une interview, par exemple, il y a l'écrit pour préparer l'interview. Exactement. Et ça, c'est sur les formats interview, mais sur des formats plutôt narratifs, tu vois, des podcasts qu'on peut retrouver sur Spotify ou ailleurs. Il y a un travail d'écriture qui est monstrueux en fait. Et potentiellement, ce serait aussi intéressant d'avoir justement leur process d'écriture de gens qui travaillent sur des podcasts narratifs, par exemple. Donc au final, c'est super lié, tu vois. C'est de la création de contenu. Parce que là, on interroge pas mal de gens justement sur la manière dont ils rédigent, ils écrivent. Et beaucoup de gens nous parlent par exemple d'outils de mind mapping. Ouais. C'est super intéressant. Ouais. Moi, la majorité de mes projets, c'est à travers, tu vois, du mind mapping. Hein. En fait, pour structurer sa pensée, pour structurer ses idées, avant de
de commencer à écrire, entre guillemets, je trouve qu'une mind map, c'est hyper intéressant, tu vois. Et puis avant, hors podcast, on parlait de logiciels qui font du speech to text. Oui. Parce que moi, un truc qui m'a fasciné récemment, c'est qu'en fait, pour expliquer, tu as un logiciel qui transforme le son en texte, mais ce qui est marrant, c'est que derrière, tu peux monter ton son en modifiant le texte. Donc tu supprimes un paragraphe, hop, tu supprimes un paragraphe son. Et donc effectivement, je trouve que dans l'écrit, tu as quelque chose, c'est le point intéressant de structure. Exactement. Ouais, c'est super important. Et pour revenir à Kessel, c'est quoi les sujets qu'on peut retrouver sur Kessel aujourd'hui ? Alors là, sur les premiers créateurs que vous avez sur la plateforme. Parce que je rappelle quand même, ça a été créé en septembre 2021, la société, et la plateforme a été lancée quand ? On a lancé en juin. C'est super récent. Très récent. Alors ça part, c'est rassurant, ça part vite. Non, parce que tu sais, on parlait tout à l'heure du début où tu parles à des gens d'un truc que tu as envie de faire, mais comme il n'y a rien à montrer, cette phase-là, elle est terminée. Là, aujourd'hui, il y a 70 créateurs actifs, c'est-à-dire qui publient au moins toutes les 2 semaines et qui ont plusieurs abonnés gratuits ou payants à ce qu'ils font. Et il y a 2 catégories pour l'instant. Tu as plutôt des intellectuels qui traitent de sujets de société, par exemple de sujets sur le féminisme, un peu sur la transition écologique également. Puis le deuxième, c'est des gens qui parlent de tech. Donc ça peut être de Web3, de crypto, d'intelligence artificielle, tous ces sujets-là. Il n'y a pas tellement de lien pour l'instant entre les deux, pour être honnête. Si ce n'est que c'est des gens qui s'interrogent sur qu'est-ce que doit être le monde de demain. Et ça, c'est le truc qu'on essaie de pousser. On voudrait pousser des auteurs qui interrogent ce que va être le monde dans lequel on vit. Alors, pour moi, la grosse question, c'est le climat, l'énergie et la transition énergétique. Donc là, on va aller chercher plein de gens sur ce sujet. Deuxième sujet fondamental, c'est la santé. Et dans la santé, ça va du développement personnel jusqu'à la manière on va traiter un cancer, l'ARN messager, ces choses-là. Il y a eu tellement d'innovations récemment que moi je trouve ça passionnant, mais il y a des questions toutes bêtes. C'est combien de temps on va vivre et comment on va vivre. C'est très nouveau en fait ça. Ensuite, il y a tout ce qui relève de la tech. Et là, alors nous on a une sensibilité très Web3 je vais dire politiquement, c'est-à-dire qu'on croit dans la réappropriation des data, la décentralisation, etc. Et il se trouve en plus que c'est là où il se passe le plus de choses, donc on se dit, on a une dizaine d'auteurs à peu près qui écrivent sur ce sujet-là, et qui sont pas, c'est pas tellement sur des trucs spéculatifs, genre, encore qu'on en a un qui est assez bon là-dedans, mais c'est plutôt surtout quels sont les gros enjeux tech et les décisions qu'on doit prendre là-dessus. Et puis, on va dire, il y a des sujets de politique ou de géopolitique qui nous intéressent beaucoup, et après de culture et de société. Mais les grosses thématiques, c'est surtout ça. Tech, santé, climat, société. C'est à quoi va ressembler le monde demain. Raconté par des gens qui ont une légitimité, parce que c'est des experts, ou des gens qui ont une incroyable sensibilité en tant qu'auteurs. Ça peut être des auteurs de fiction, parfois, qui racontent ça. Et qui ont une capacité un peu comme les youtubeurs avec qui moi je travaillais avant, à interagir avec leur audience. C'est ça le truc qui nous intéresse. Parce que si c'est un savoir dans un coin qui s'adresse au 0,01%, oui, tu reprends les méthodes des médias traditionnels et du coup ça apporte rien. Ça apporte pas grand-chose. En revanche, quand tu as un type comme Jean Covici, par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en l'occurrence, moi je trouve le mec assez fascinant, qui est capable de vulgariser de manière puissante un sujet. Alors après, tu peux être pour ou contre le nucléaire, à la rigueur, pour moi, c'est même pas la question, mais au moins tu commences à réfléchir à ce sujet-là. Et c'est ça qu'on veut faire. C'est peut-être une démarche un peu née, mais nous, on veut stimuler les gens intellectuellement. On trouve que le divertissement, c'est un truc abrutissant. Alors, moi, j'en ai fait beaucoup, le divertissement abrutissant. Et tu vois, après 1 heure sur TikTok, tu as un sentiment, je trouve, un peu de vide. Tu t'es marré, mais c'est un peu vide. Alors que après 1 heure où tu t'es cogné des textes un peu puissants, c'est comme un podcast. Je trouve que le podcast est stimulant, en fait. Tu sors de là en disant, tiens, j'ai appris quelque chose, ça me fait penser à d'autres trucs, ça crée des idées, en fait.
Et pour revenir, tu vois, à TikTok, par exemple, il y a de plus en plus de créateurs. Là. Aujourd'hui, c'est vrai que 95% du contenu, c'est du divertissement. Mais il y a de plus en plus de créateurs qui vulgarisent justement des sujets type santé, écologie, etc., qui le font très bien et qui, du coup, diffusent justement ce contenu-là et ça fonctionne très bien. Et en fait, ils jouent aussi sur le fait que l'algorithme mette en avant très facilement ces typologies de contenu pour développer leur audience, et je trouve ça super intéressant, tu vois. Mais c'est vrai, et t'as raison, et c'est quand même assez remarquable, en fait, tout ce volet, mais que t'as aussi sur YouTube de choses dans l'histoire, la santé et tout, un peu de vulgarisation, mais au sens noble. Et t'as cette chaîne sur YouTube, Thinkerview, là, qui, moi je trouve, c'est remarquable, en fait, comme format. Ouais, c'est vrai. Donc non, c'est super intéressant. En tant que créateur, c'est quoi les avantages que auteur plutôt, enfin créateur, c'est on va dire la même chose, parce que c'est l'écriture, c'est de la création. Quels sont les avantages à rejoindre Kessel? Alors, donc je te le vends. En fait, tu vas... Sans me le vendre, hein, mais vraiment détaillé. Tu vois, aujourd'hui, je m'inscris sur Kessel. Ouais. Spoiler, je l'ai déjà fait, hein, mais je te laisse expliquer quand même. En fait, tu as plusieurs avantages. Le premier, c'est que déjà, tu vas avoir une relation avec ton audience qui va passer par l'email. Et donc, ça veut dire que quand tu communiqueras auprès de ton audience, tu toucheras 100% de ton audience. 100% des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Et ça, mine de rien, je trouve que tu dois, j'imagine, multidistribuer ton podcast. Souvent, quand je discute avec des podcasteurs, ils me disent que c'est quand même intéressant d'avoir même en support de mon podcast une base mail qui me permet de dire cette semaine je vais parler de ça, etc., d'avoir ce contact direct. Et ce contact direct, on va essayer de l'agrémenter de plein de choses, de live, de visio, de chat. L'idée, c'est que le créateur soit le plus proche possible de son audience. Et quand tu utilises Kessel, c'est pas à l'exclusion d'autres choses, hein. Il y a 12 000 autres canaux et réseaux sociaux. Mais on se dit c'est quand même un endroit où tu peux centraliser de manière qualitative ta relation avec la communauté. Après, le deuxième avantage, c'est de pouvoir être rémunéré pour ce que tu fais. Et donc, ce qu'on constate, nous, c'est que, en gros, quand quelqu'un a une communauté de gens qui le suivent, on va dire quand tu as 100 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu as entre 1 et 5% de gens qui s'intéressent particulièrement à ce que tu fais, pour plusieurs raisons, qui sont prêts à payer pour ça. Ils sont prêts à payer parce que ils veulent en avoir plus de contenu, ils veulent une relation exclusive où ils croient dans la démarche qui est la tienne, et pour ça ils sont prêts à payer. Et donc ça peut faire un complément de revenu assez significatif. Tu vois, tu as 1000 abonnés à 3 euros, tu te fais 3000 euros par mois. C'est déjà vachement bien en fait, comme ça change, pour certaines personnes ça peut vraiment changer ton rapport au travail en fait. Ouais, exactement. Et justement, ça permet de soutenir le créateur que tu suis. Ouais. Et lui, ça lui permet de financer son travail sans avoir à dépendre, entre guillemets, de financiers derrière, tu vois, de sponsors ou autres. Si on revient sur le film Les Dissociés, moi, pour le financer, j'avais trouvé du placement de produits. Donc j'arrivais le matin en disant j'ai trouvé une tondeuse. Okay. Histoire, il va falloir qu'on mette la tondeuse dans le script. Et les mecs me disaient mais c'est bien, mais tu vois, Adrien, mais il n'y a pas de jardin en fait, à aucun moment. Donc qu'est-ce que tu veux où tu veux mettre la tondeuse? Je disais, je sais bien, mais ça fait 20 000 balles. Oui. Il va falloir qu'on mette une tondeuse. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de tondeuse à mettre dans les podcasts ou les vidéos et les textes. Ouais. C'est que justement, on ne dépend plus de ça. Et on peut dépendre de ça par ailleurs, c'est complémentaire, mais je trouve que se dire, voilà, j'ai une ligne de revenus qui est les gens qui croient en moi et qui me soutiennent, une ligne de revenus régulière. Nous, on prélève 10% des abonnements payants. C'est ça notre business model. Ouais, c'était juste ma question d'après, mais du coup, tu y as répondu. Sur le business model, c'est uniquement 10% sur ce montant. Ouais. Ok, super clair. C'est quoi les objectifs futurs pour Kessel? Parce que c'est vrai que la plateforme est super jeune. L'idée, c'est de toucher justement tous ces sujets-là, j'imagine de multiplier aussi les auteurs, d'aller les chercher. Potentiellement, s'il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui ont des talents d'écriture ou qui écrivent déjà pour leur communauté ou qui n'ont potentiellement pas encore de communauté, qu'est-ce que tu leur dis justement pour rejoindre Kessel? Ils peuvent nous contacter très facilement, moi-même, où il y a un truc de contact sur le site. Nous, derrière, on a un service éditorial qu'on propose pour aider à mettre en forme, si besoin. Il y a des gens qui écrivent naturellement très bien. Et on a un service marketing pour développer l'audience des gens qui nous rejoignent. Et donc, s'il y a des gens que ça intéresse, on est hyper ouvert, curieux de rencontrer des gens. Plus c'est original, plus la démarche est iconoclaste, plus elle nous intéresse. Il y a des trucs hallucinants. Là, en fait, il y a des gens qu'on appelle parce qu'on les connaît, qui rejoignent la plateforme, mais il y a des gens qu'on ne connaît pas et qui s'inscrivent tout seuls là, depuis septembre. Et il y a des trucs
hallucinants. Il y a quelqu'un qui écrit sur le journal officiel. Donc, c'est un avocat, il épluche le journal officiel tous les jours pour voir ce qu'il y a de pertinent, intéressant, rigolo, etc. Tu as 300 avocats qui sont abonnés à son truc. Il y a des gens qui écrivent sur la sexualité avec plein de points de vue différents. Enfin, c'est vraiment un endroit très ouvert en termes de connaissances, de découvertes intellectuelles et de choses comme ça. Il y a des mecs très très pointus. Il y a des gens qui expliquent très bien. Donc, notre objectif, nous, à très court terme, c'est là on a terminé en gros la phase de bêta, on lance une V1 dans 15 jours qui va être beaucoup plus esthétique et surtout qui va mettre beaucoup plus de contenu en avant, donc c'est plus marrant pour les lecteurs pour découvrir des choses. Et derrière, moi je voudrais effectivement, de la première année, recruter beaucoup d'auteurs sur les thématiques qui nous intéressent le plus. On va probablement faire pas mal de com, je pense, dans les prochains mois. Et puis, il y a un certain nombre de fonctionnalités qu'on veut développer et qu'on trouve assez marrantes. Alors, comme j'ai quelques concurrents, je te pitch pas les features qu'on est en train de développer parce que comme ça prend du temps, non, t'inquiète. Ça allait sortir les premiers. Mais on a 2-3 choses qui nous paraissent vraiment amusantes et qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle l'intelligence collective. On parlait tout à l'heure d'écrire à plusieurs. Nous, c'est quelque chose dans lequel on croit et on pense qu'il y a quelque chose de vraiment passionnant à rassembler des gens sur un thème qui ne sont pas forcément d'accord et de les aider à réfléchir collectivement, voire à aboutir à une position commune. Et les enjeux, ils sont tellement, je trouve, durs et clivants aujourd'hui sur les questions de société, sur les questions de texte, sur les questions d'énergie, qu'on va aller faire cette démarche-là, de faire venir des gens de vraiment divers horizons et d'essayer de les amener à discuter entre eux. Ouais. Donc la plateforme, elle va tourner un monde de ce côté-là, quoi. Et l'idée, c'est aussi, vu que la plateforme va grandir, ça va être de propulser des talents, j'imagine, de les mettre en avant, justement, des personnes qui ont des talents d'écriture. Et on a parlé d'un point de vue auteur, mais on n'a pas parlé d'un point de vue lecteur. Ouais. Mais ça va être super important aussi, justement, en tant que lecteur, d'aller sur Kessel, de voir un peu les sujets qui nous intéressent, ou même des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, mais sur lesquels on a de la curiosité, et d'aller découvrir justement des créateurs, des auteurs sur ces sujets-là. C'est effectivement, quand tu dis un peu le YouTube de l'écrit, je trouve que c'est un bon exemple pour identifier Kessel en une phrase, finalement. Il y a beaucoup de choses qu'on a... Alors, tu dois l'entendre dans ce podcast assez souvent, c'est est-ce que tu as envie de faire, est-ce que tu fais toutes les idées que tu as... La roadmap. La roadmap, ouais. Donc dans la roadmap, il y a plein de trucs de l'ordre de ça, qui sont comment rendre sociale la lecture. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on est en train de développer, mais ça prend du temps, c'est moi je lis un texte, je trouve ça dingue, ça me fait penser à toi. Toi, tu me suis en tant que lecteur, et donc tu dis tiens, c'est intéressant, il y a Adrien qui a bugué sur ce sujet-là en particulier. Tu lis le texte, tu découvres l'auteur, tu dis tiens, c'est intéressant ce truc-là, ça te fait penser à Alexia. Tag Alexia qui elle-même, tu vois, s'intéresse à ce sujet-là, dit tiens, effectivement, elle-même le met dans une playlist de contenu qu'elle fait découvrir à sa base de gens qui la suivent en tant que bonne lectrice ou lectrice influente, tu vois, les trucs. Et donc on a tout un système où on souligne des passages, on met en avant des... Et l'idée, c'est pas que t'aies peur d'un texte trop long, c'est justement d'arriver à mettre en avant des petits extraits pour donner le goût de la découverte et on veut donner envie, en fait, aux gens de lire. Et c'est là aussi qu'on voit le vrai côté social de la plateforme, du coup. Ouais, sauf que c'est dans quelques mois. Dans les bacs. Ouais. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui nous disent « moi, je lis pas ». Ce qui est vrai et pas vrai, parce que je veux bien entendre que quelqu'un lise pas un livre par jour, mais en revanche, je lis pas, c'est pas vrai. Tu lis beaucoup de trucs, tu vois, tous les jours. Des emails, des newsletters, des machins, des notifications. Enfin, on lit énormément de facto. Donc on se dit que si les gens lisent pas des trucs plus... intellectuel, intéressant, enrichissant, c'est parce que ce contenu-là, il est dans une forme qui est pas sexy. Et que le travail à faire, c'est de le rendre, justement, donner envie aux gens, en fait. C'est pas aux gens d'avoir envie, c'est aux créateurs de mettre en forme et à nous d'aider à mettre en forme pour que ça soit stimulant, excitant et que tu aies autant envie de lire un texte que de regarder le prochain Game of Thrones ou... Ouais. On va pouvoir passer à la partie bilan de ces deux aventures. La première question, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile, aussi bien sur Golden Moustache que sur Kessel. J'imagine que les problématiques sont complètement différentes, mais pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Pas en comparaison des deux, hein, mais vraiment le moment sur lequel tu as le plus douté, entre guillemets. Il y a plein de trucs qui sont difficiles, mais
moi, ce que je trouve difficile, c'est de prendre les choses calmement, une par une, et de pas casser les pieds à tout le monde avec tes trucs, quoi. C'est-à-dire que tu sais, t'as tellement d'idées quand tu fais quelque chose, t'as tellement d'envie, tellement de, tu sais, de choses que tu as envie de faire, d'arriver à séquencer les choses une par une, de pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, de pas saouler les gens tant que t'as pas fait le truc. Parce que, en gros, moi, je me lève en pensant à Kessel le matin et je me force à appeler les gens à partir de 9h, pas avant, tu vois, et d'arrêter de les appeler à partir de 19h15, quoi, tu vois. Mais en réalité, et puis tu vois, il faut avoir une vie privée, voir ses potes, sa famille, etc. Ce que je trouve dur, c'est tu vois, de se restreindre et d'être équilibré et pas être un fou de boulot et de faire que ça, quoi. Parce que c'est tellement marrant, enfin, tu sais, quand tu crées quelque chose, que tu as envie d'y passer tu vois, ton temps, quoi. Ouais, tu peux vite dépasser des limites. C'est ça. Et la dernière question pour cette partie-là, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui vis-à-vis de toute cette aventure? Moi, ce que je trouve hyper satisfaisant, c'est les liens. Ça fait très tarte à la crème, mais c'est réellement, hein, c'est les liens avec les gens, quoi. Là, on avait eu un article dans Le Monde il y a quelques jours, et je voyais, on s'envoyait tous des textos en disant ah, c'était cool, on s'est bien marré. Tu vois, c'est quand même très marrant d'affronter à plusieurs des difficultés, en fait. Alors après, si ça marche, c'est super. De cette manière, tu t'en fous un peu que ça marche. Ce qui est rigolo, c'est d'affronter un truc très, très compliqué à plusieurs en réussissant à préserver une forme de camaraderie tout le long du truc, quoi. Et c'est ça qui était marrant avec Golden, mais on est en train de le vivre là avec Kessel. C'est le côté une bande de gens un peu barges, très très motivés, très passionnés par ce qu'ils font et qui mettent une énergie de dingue à accomplir des trucs, quoi. Ouais, c'est super important sur toute typologie de projet d'avoir justement des personnes très différentes mais très complémentaires pour le développement d'un projet, quoi. Ouais. Exactement. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Une question toujours très difficile, mais tu vas être obligé de m'en citer une. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? Tu es obligé de m'en citer une seule. Moi, la personne qui m'a le plus impressionné professionnellement, en tout cas, c'est Nicolas Taverneau, le patron d'M6. Tu vois qui c'est, ou Bien sûr. Ouais. C'est un type qui est extrêmement intelligent, extrêmement courageux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il choisit jamais la facilité. Jamais. C'est quasiment une sorte de règle morale. Et donc, s'il faut accepter une forme de stress pour soi, s'il faut accepter de pas dormir la nuit parce que tu as pris la décision difficile mais dont tu n'es pas sûr qu'elle va marcher, et il l'apprend systématiquement. Tu vois, l'idée de fusionner avec TF1, il y avait plus facile, hein. Il y avait toutes les cartes sur la table, et il a choisi le truc le plus difficile. Et c'était celui qui, à mon sens, avait le plus de potentiel de création de valeur, parce que c'était vraiment intéressant de créer une plateforme, notamment commune, de streaming avec les gars de TF1. Et puis, un type d'une grande rectitude morale, très droit, très honnête, qui se ment pas aux gens, hyper créatif. C'est lui, je crois, hein, qui a vraiment créé toute l'idée d'M6 de contre-programmation. C'est-à-dire que tu mets une sitcom face au JT, quand les mecs font du cinéma, tu crées Capital, des trucs comme ça. C'est lui qui a créé Capital. Et une capacité en plus à voir le talent chez les autres. C'est fou, tu regardes les gens qui sont passés par M6, il y en a partout, devant ou derrière la caméra. Enfin, il a vraiment ce sens de... Moi, ce que je trouve intéressant dans ce business des médias, c'est de rencontrer des gens créatifs et de les pousser en avant, en fait. Moi, ce qui me passionne, c'est ça. Et lui a réussi ça à un niveau exceptionnel. Et puis, indéniablement, si un jour tu le croises, tu verras que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de charisme, et donc qui galvanise les gens. Moi, je pense que c'est la personne qui m'a le plus impressionné et dont j'ai le plus appris. Je me souviens d'une fois où je devais lui présenter les résultats, je crois, du semestre, et je lui dis
C'était au tout début de Golden Moustache et je lui dis bon bah là on avait fixé tel objectif d'EBITDA, on sera malheureusement pas à ce niveau-là parce que j'ai dû passer des provisions pour je sais pas quoi, tel truc s'est dégradé, on nous a rajouté tant de frais généraux, enfin que des excuses exogènes, genre c'est pas ma faute, il se trouve que tu vois j'y suis pour rien mais donc on va rater la target de temps, etc. et tout. Et il me dit oui, bah écoute, très bien, c'est très compréhensible. Tu sais quoi, pas de problème. Appelle le patron de Golden Moustache, je vais en discuter avec lui. Je lui dis bah c'est moi. Il me dit non, toi t'es le type qui a des excuses pour m'expliquer, tu vois que t'es pas réussi. Mais le patron c'est le type qui, tu vois, qui a pas d'excuses, qui tu vois, qui prend les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles, mais qui les assume quoi. Et c'est vrai que sur le moment, c'est vrai que ça m'avait, c'est assez désagréable à entendre en fait. Et puis je me suis dit, bah, le mec a raison en fait. C'est la différence entre quelqu'un qui s'occupe de quelque chose réellement et puis un type qui trouvera toujours une raison pour expliquer son truc. Bon bref, il y a pas mal d'exemples, mais moi voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Ok. Ma deuxième question, c'est quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ? Moi, ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est d'aller rencontrer des gens en fait. Je trouve que tu prends beaucoup d'énergie dans les rencontres. Donc le plus dur à mon avis, c'est de se mettre en mouvement. Tu vois, tu as des envies, puis de te dire, bon, je vais le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a une période un peu bizarre où tu dis, ça se trouve, c'est une idée à la con, ça va jamais marcher, etc. Et donc, aller voir des gens, c'est le premier truc sympa, je trouve, à faire. Et puis, des gens vont te donner des idées, vont te donner de l'énergie. Je trouve que se fixer comme objectif d'appeler des gens que tu connais ou que tu connais pas, d'ailleurs, c'est toujours très galvanisant, en fait. Ouais, bah on partage cette vision dans le podcast sur le fait que les rencontres, alors dans des projets reliés à l'entrepreneuriat, c'est évident que oui, c'est des change makers pour développer sa boîte, etc. Mais même outre la vision entrepreneuriale, même dans la vie, en fait, juste le fait de rencontrer un maximum de gens potentiellement que tu ne connais pas, bah, ça va créer des opportunités, ça va créer des amitiés, ça va créer des relations. Et en fait, c'est la base, tu vois. C'est relié à... j'ai découvert ce mot lors du 2e épisode, c'était en début 2018. C'est la sérendipité, c'est serendipity en anglais. Ça veut dire quoi exactement ? La sérendipité, c'est le fait d'accepter les rencontres. J'espère que je vais pas me tromper dans la définition. Puis on coupera en montage. On coupe, sinon. Mais l'idée, c'est d'accepter les rencontres comme elles viennent et de se dire que toute rencontre va m'apporter quelque chose, que ce soit aussi bien du positif que du négatif. Mais l'idée, c'est vraiment d'accepter ce flot de rencontres, tu vois, plutôt que d'être en mode non, j'ai pas envie parce que cette personne m'intéresse pas, etc. C'est toujours être ouvert aux rencontres. Je pense que ça fait un bien fou en fait. Ouais. Tu sais, c'est ces fameuses soirées où tu veux pas aller, où en fait c'est ça. tu vas te et en fait, potentiellement à cette soirée, tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie, entre guillemets. Tu vois. Moi, je dis un peu oui à tout, tu vois, comme dans le film Yes Man. Et ça a ses limites, hein. C'est-à-dire que tu vois, il y a un mec assez sympa qui me dit viens, on va faire de l'alpinisme. Ouais. Je lui ai dit oui, tu vois, comme ça, mais je sais pas très bien de quoi il s'agissait. Quand je me suis retrouvé, tu vois, en cordée avec un piolet comme ça, tu vois, suspendu à un truc, je me suis dit, tu vois, et après ça fait du bien. Hein. Dès que tu sors de ta zone de confort, ça fait un bien fou. Hein. Puis là, pareil, on parle des rencontres positives, mais parfois il y a des rencontres négatives. Ça fait partie du jeu aussi, hein, le fait d'accepter toute typologie de rencontre, tu vois, forcément, il n'y a pas que du positif. Donc après, c'est le jeu, entre guillemets. Ouais. On passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Pour le business, pour la vie peu importe. Franchement, moi, je suis pas focus uniquement sur le business, surtout sur la lecture. Enfin, ça peut être peu importe. Ouais, j'ai une passion pour Proust, donc c'est La recherche du temps perdu. Ok. Le plus grand livre que j'ai jamais écrit. C'est noté. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? C'est que des trucs que tu connais. Dans le business, un truc que je trouve marrant, c'est Entourage. Ok. Il y a le personnage. Tu connais pas ? Non. HBO, en gros, c'est la vie fictionnée d'une star de cinéma, ça pourrait être Leonardo DiCaprio, de son entourage direct. Alors ça a vachement vieilli, hein, tu regardes le truc, tu dis c'est quand même ultra macho et sexiste comme truc et tout, mais il y a un personnage dedans qui est assez rigolo, qui n'était pas censé être le personnage principal et qui le devient au fil des saisons, qui s'appelle Harry Gold, qui est l'agent, et qui, à travers lui, tu découvres tout le business du cinéma et de la télé à Hollywood, et le mec est assez drôle, quoi. Ok.
Écoute, je note aussi. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle? Et pour faire quoi? Tout dépend. Ça peut être pour le kiff, ça peut être pour des intérêts financiers, ça peut être... tu vois, chaque fois les réponses sont très, très variées. Pour le kiff, moi c'est Decathlon, c'est sûr. Ok. C'est le meilleur magasin du monde. Bah écoute, pour avoir tous les produits gratuits du coup. Je suis quand même dingue maintenant chez Decathlon. Ok. C'est marrant, c'est la première fois que j'ai cette réponse. C'est vrai? D'habitude j'ai du SpaceX, de machin, etc. Alors moi je suis totalement contre les milliardaires qui font des fusées pour aller machin. Je trouve que à un moment où on a un énorme problème de transition écologique, de dépenses énergétiques, je trouve que sérieusement, enfin tu vois, c'est vraiment genre là, c'est le trip ultime du mec qui est blindé quoi. Ouais, c'est clair. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes? Bah, si tu l'as pas déjà rencontré, je pense que Alain Veil, ça peut être marrant. Ok. Paul Morlet, tu l'as? Non. Lunettes pour tous? Ah, je connais la boîte, mais non, je l'ai pas invité. Parcours étonnant. Ok. Vraiment étonnant. Nous, même à un moment, chez Golden, on avait fait venir, on a fait rencontrer les scénaristes en disant est-ce que c'est intéressant d'en faire une série, de raconter sa trajectoire. Un garçon vraiment très fort. Hein. Ok, super intéressant. Et la dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Le moment où genre, tu dis des grandes phrases, mais pas forcément. Non, ça peut être quelque chose de très simple. Hein. Bah, il y a des gens qui ont le sens marchand, hein, déjà. Tu vois, qui aiment bien vendre des trucs. Je pense ça. Faut aimer ça quand même, de, tu vois, organiser quelque chose en espérant que les gens vont venir acheter, etc. Et puis l'autre truc que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement le côté accepter l'inattendu, quoi. Donc tu avais prévu, tu vas tous les jours à droite, mais un jour tu vas à gauche pour voir ce que ça fait, quoi. Oui, puisque et toi, t'acceptes de te prendre des tartes ou de. Au début de ton parcours, tu te voyais pas entrepreneur entre guillemets. Enfin, non. T'avais pas une vision, je veux devenir absolument entrepreneur. Non, mais c'est vrai que tu vois, en y repensant, quand j'avais 16 ans, j'organisais des concerts, tu vois, de rock, ça me faisait marrer. J'étais pas le mec sur scène, j'étais le mec qui vendait les billets, tu vois. Je trouvais ça marrant, j'organisais des soirées, après j'ai monté un journal sur Internet. Enfin, tu vois, je crois que les gens, ils ont toujours une idée. Et qui reproduisent, tu vois, de manière à l'infini, c'est toujours la même idée en fait. Moi, ce que je trouve marrant, c'est de réunir des gens créatifs et de trouver un business derrière, quoi. Mais il y a d'autres gens, ça va être autre chose, quoi, tu vois, mais tu le refais tout le temps. Puis tu apprends un peu à améliorer un peu ton process, quoi. Tu vois, elle est parfaite cette réponse. Bah, merci beaucoup, Adrien, pour cet échange, cette petite discussion qui a duré quasi 1 heure, tranquillement. C'était très cool. J'espère que ça t'a plu. J'espère que toi qui nous regardes ou qui nous écoutes, ça t'a plu aussi. Et puis on se retrouve très prochainement sur Kessel et sur Serial Entrepreneur. On mettra les liens dans la description de l'épisode, que ce soit en vidéo ou en audio. Et à très vite. Merci, c'était hyper sympa. Merci, ciao ciao.